rêver, on le fait tous. Rêver, c'est à la portée de tous. Faire voir son rêve, ou faire ressentir son rêve, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, ce qui vous paraît énorme dans l'instant T est anecdotique quand le temps est passé. Aujourd'hui, je reçois un grand nom de l'audiovisuel français, un jeune quinquagénaire qui a côtoyé la plupart des figures de la télé. Après plus de 20 ans dans ce milieu, il a tout plaqué pour créer un groupe de communication, le groupe Kera. De cette traversée, il a tiré une vraie force, savoir transformer les échecs, les détours et même les rencontres toxiques en levier pour avancer. Ce qu'il partage ici, c'est rare. C'est le genre de parole qui réveille quand on doute, quand on piétine, quand on n'ose pas bifurquer. Alors si vous préférez stagner et que vous avez peur d'être muet, il est encore temps de couper cette vidéo. Car ce nouvel épisode est fait pour tous ceux qui font de leur vie un apprentissage continu, avec l'ADN du renard du Tibet, c'est-à-dire observer, comprendre, s'adapter et avancer. Alors nous sommes aujourd'hui avec François Sébastien, justement, un célèbre entrepreneur du bassin rennais qui est à la tête du groupe Kera, donc Kera Group, qui réunit 3 agences de communication. Bienvenue. Merci. Donc ça fait plaisir de te rencontrer, puisqu'en fait, pour le coup, nous ne nous connaissons pas. Exactement. Et pourtant, on fait un peu les mêmes choses. Donc, je suis ravi d'être ici et d'être dans ton studio, Olivier, un très beau studio d'ailleurs. Et justement, alors en quelques mots, pourquoi tu m'as envoyé ce petit message pour faire partie de l'aventure Renard du Tibet, en quelques mots? Ce qui m'a semblé intéressant, c'était l'angle que tu avais pris, à savoir cet aspect-là, comment on peut réussir à entreprendre finalement, alors que rien n'était destiné pour que l'on entreprenne. Et me concernant, mes études et puis aussi mon expérience de vie ne me destinait pas à entreprendre. Et pourtant, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que j'ai créé Mirada, entre autres, et aujourd'hui, Kera Group. Alors justement, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu avant l'enregistrement et tu m'as fait un petit peu le déroulé de ton parcours et tu m'as dit l'importance des rencontres. Est-ce que justement, tu pourrais me citer 3 rencontres qui ont été importantes pour toi, qui ont été des jalons dans ton parcours professionnel? Alors oui, les rencontres dans nos métiers, quels qu'ils soient d'ailleurs, que l'on soit entrepreneur ou pas, sont très importantes. Quand on sort de l'école, on a une feuille blanche devant nous, et cette feuille blanche, eh bien, il va falloir l'écrire. Et finalement, on ne l'écrit jamais seul, cette feuille blanche. On l'écrit parce que au cours de notre carrière, au cours de notre vie, on va rencontrer des gens. Et ce sont ces personnes-là qui vont, au fur et à mesure, avec vous, écrire ce que vous êtes et écrire la carrière que vous allez réaliser et faire. Me C'est vrai que concernant, je te coupe juste 30 secondes pour raconter une petite anecdote parce que j'avais une stagiaire la semaine dernière qui était en montage et on s'est retrouvés tous les deux sur la dernière semaine de son stage et elle n'a pas profité de ce moment pour déjeuner avec moi. Elle m'a pas proposé de déjeuner. Et je lui ai fait remarquer, je lui ai dit, finalement c'est dommage parce que là tu avais l'occasion de créer une relation professionnelle avec un patron qui serait susceptible de plus tard t'embaucher et tu l'as pas fait. Et finalement, le stage, là on va parler aux jeunes qui sont amenés à faire des stages, finalement le plus important c'est de rencontrer à la fois le patron mais aussi les autres collaborateurs. Mais c'est vraiment ça finalement l'enjeu du stage, c'est la relation humaine. faut jamais perdre de vue qu'on est fait de chair et d'os. Oui, Il faut surtout le rappeler aujourd'hui où l'IA commence à prendre beaucoup d'importance. Mais derrière l'IA, ce n'est qu'un outil, ce ne sont que des algorithmes. Nous ne sommes pas des algorithmes. Nous sommes faits de chair et d'os, nous sommes faits d'intuition, nous sommes faits de sentiments. Et c'est tous ces aspects-là aussi qui font qu'une rencontre peut être déterminante dans un parcours. Et me concernant, tu me demandes oui, quelles sont justement. les 3 rencontres qui ont été déterminantes. Eh bien, la première rencontre, c'est celle qui m'a fait basculer, je vais dire, d'un parcours scientifique à un parcours de communication, ce qui était loin d'être gagné au départ, parce que j'avais la sensation que, ayant entamé un parcours scientifique, puisque j'ai fait des études scientifiques à la faculté, j'ai un doc de mathématiques à appliquer, ensuite j'ai continué en physique-chimie, eh bien j'étais voué à suivre cette voie-là, bien que celle-ci me rendait bien malheureux parce que je n'étais pas très doué. Et il se trouve que j'ai rencontré et j'ai travaillé avec le dirigeant d'une société de traitement des eaux qui à un moment donné a constaté mon malheur dans cette voie-là et qui m'a dit: écoute François, c'est très simple. Il y a quelque chose pour laquelle tu es bon et quelque chose pour laquelle tu es mauvais. Tu es bon
pour analyser, observer, retranscrire une ambiance, tu es mauvais en tant qu'ingénieur. Donc tu as deux solutions. Soit tu reprends à zéro, soit tu deviens mon bras droit et je te forme. J'étais à l'époque très jeune, je dis je reprends à zéro. Mais c'est pourquoi je considère, et il s'appelle Rémi Fauché, je considère cette personne très déterminante dans ma vie parce que c'est la seule personne qui m'a autorisé de dire je me suis planté, j'ai pris le mauvais chemin, j'ai le droit de prendre un autre chemin. Et ça va être très déterminant dans toute ma vie et dans toute ma carrière, c'est-à-dire d'accepter de prendre un chemin et de réaliser que ce chemin-là n'est peut-être pas le bon, mais qu'on a le droit d'en prendre un autre. Et ça, c'est très important pour évoluer, car nous sommes des êtres en totale évolution. Et donc, cette personne-là, finalement, m'a autorisé à aller, non pas dans ce qui était ma voie tracée, mais dans ce qui était ma passion, à savoir la communication, et plus particulièrement les médias. La deuxième personne déterminante dans mon parcours, c'est Patrick Menet. C'est celle qui vous donne la chance d'intégrer un milieu. Et là, c'était le milieu de l'audiovisuel, de la télé. C'est elle a cru en moi et elle m'a donné des responsabilités. Et ça aussi, c'est très important dans un parcours, la personne qui va déceler chez vous un certain talent et qui va confronter ce talent à des responsabilités et qui va vous permettre de grandir. Il est là, c'est comme un mentor, un tuteur, il est là pour si vous chutez, mais il vous donne la liberté de vous exprimer. Et Patrick Menet, de la société de production à l'époque, BAP Productions, m'a permis de me révéler et m'a permis de faire mes premières armes en télévision. Et puis la troisième personne déterminante dans mon parcours professionnel, c'est une rencontre et c'est bien évidemment mon associé avec qui, Mathieu Fourmont, avec qui maintenant je vis une aventure entrepreneuriale depuis plus de 20 ans et ce n'est pas rien. Et j'ai envie de souligner un point. Tu as parlé de personnes positives, mais je crois aussi que même des personnes négatives ou qui sur le moment nous font du mal peuvent être déterminantes. C'est pour ça que finalement les rencontres, quelles qu'elles soient positives ou négatives, ça compte finalement dans son parcours parce que ça nous oblige quelquefois à sortir de nos lignes. Et moi, dans mon parcours professionnel, j'ai subi le cas d'un harcèlement. Mais mine de rien, aujourd'hui, c'est une personne que je remercie, alors avec un sourire jaune, hein, mais je remercie cette personne parce que, mine de rien, sans elle, j'aurais certainement gardé la même ligne, le même parcours sans trop me préoccuper. Elle m'a obligé quelque part à fuir, parce que du coup, je suis carrément parti à l'étranger, je suis parti 1 an en Australie. Et ce voyage, ça a été le début d'une nouvelle aventure, d'autres choses. Mais je pense vraiment que même quand c'est négatif, ça peut apporter quelque chose. C'est ce que je dis, on est fait de chair et d'os. Oui. Donc nos rencontres, nos chemins qui se croisent positivement ou négativement agissent sur nos choix. Donc finalement, on peut être reconnaissant même vis-à-vis des personnes qui, sur le moment, voulaient nous faire du mal. Parce que finalement, ça nous sort, quoi. À ce sujet, je vais raconter une anecdote. Ah oui. J'ai eu, moi aussi, effectivement, là, j'ai évoqué 3 rencontres déterminantes et positives. Mais il y a effectivement, dans nos vies aussi, des rencontres négatives. Et puis aussi des échecs parfois. Et je me souviens d'une période un peu difficile que je traverse. Je sors d'un rendez-vous un peu compliqué, justement, avec une personne quelque peu négative. Je m'assois sur un banc. À l'époque, je vivais à Paris, dans un parc. Et là, je vois une vieille dame qui s'assoit à côté de moi, qui doit voir que j'ai pas trop le moral en ce moment-là et que je baisse un peu les bras. Et on commence à aborder la discussion. Et cette dame m'explique son parcours. Un parcours extraordinaire, un parcours fait de voyages, justement, fait de rencontres, fait de haut et de bas. Et à la fin de cet échange avec elle, je lui dis, mais vous avez eu, madame, un parcours exceptionnel. C'est incroyable, vous avez une vie d'une richesse incroyable. Et cette personne me dit, et ça aussi, ça m'est gardé toute ma vie, elle m'a dit, on peut le dire aujourd'hui que j'ai 75 ans, parce qu'à l'époque, elle avait 75 ans, mais quand vous vivez les choses, vous êtes incapable de savoir si la rencontre ou l'échec auquel vous êtes confronté ou la réussite à laquelle vous êtes confronté sera positive ou ne le sera pas. La vie est un puzzle et on ne comprend et on ne voit surtout toute la constitution de ces pièces qu'à la fin du puzzle, c'est-à-dire à la fin de sa vie. Donc, quelles que soient les rencontres et quelles que soient les confrontations auxquelles l'on est confronté,
on ne peut en tirer des conclusions qu'à la fin. C'est très vrai ce que tu dis. C'est pour ça que quand il m'arrive une mauvaise aventure, une mauvaise nouvelle, je me dis toujours, attends Olivier, tu ne sais pas aujourd'hui si c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, sur le moment, c'est une mauvaise nouvelle, mais parfois, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois pour se rendre compte que finalement, c'était une bonne nouvelle. Donc, enfin, les conséquences, finalement, sont plus positives que ce que l'on imaginait. Et puis une mauvaise nouvelle, parfois, vous oblige à réagir. Et dans la réaction, vous Ouais, transformez une mauvaise nouvelle en une bonne nouvelle, en tout cas une bonne action qui c'est a, vrai. qui a des conséquences positives. C'est pour ça que je dis toujours que les vraies mauvaises nouvelles sont celles qui nous conduisent à la mort, hein, c'est-à-dire la souffrance, la maladie. Là, évidemment, lorsqu'on nous annonce une très grave maladie, c'est compliqué de rebondir. Mais sinon, au-delà de ça, tant qu'on est vivant, tant qu'on a la santé pour accomplir ses projets, finalement, voilà, c'est qu'une question de comment on va transformer ce qui nous arrive en quelque chose de positif. Exactement, je partage tout à fait cette vision-là des choses. Alors, tu as travaillé avec des célébrités de la télévision. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais travaillé avec Patrick Sébastien, avec Reichmann, avec Frédéric Reichmann, Lopez, etc. enfin avec de très nombreux animateurs, oui. Et la première question que je t'ai posée, c'est comment tu faisais pour gérer ces égos? Parce que ce sont quand même des personnes qui voilà, sont très fortes, ont une très forte personnalité. Et comment tu faisais pour gérer cette relation? Et puis du coup, forcément, je vais te demander aussi une anecdote. Alors, c'est vrai que j'ai été amené à gérer beaucoup d'ego, j'ai envie de dire, en télévision, ce d'autant plus que j'étais rédacteur en chef, donc j'avais la responsabilité des émissions et de nombreux prime time, tant sur France 2 que TF1 ou M6, et il faut gérer ces aspects-là. Alors, moi, oui, il y a de l'ego, mais c'est normal qu'il y ait de l'ego. Déjà, j'aimerais poser ces premières bases. Pourquoi? Parce que leur outil, c'est leur image. Ce sont des personnes qui vont incarner de par leur image le travail de toute une équipe et qui ont sur leurs épaules, ils sont le dernier maillon, aussi une pression considérable, une pression collective et une pression financière. Donc, l'ego est normal et j'ai envie de dire, au-delà de l'ego, c'est aussi un stress qu'ils ont parce que ce sont eux qui sont en dernière ligne et ce sont eux qui incarnent un travail. Donc leur image a importance. Moi qui travaille maintenant dans la communication, ils sont eux-mêmes une marque. Et il faut bien comprendre cet aspect-là pour pouvoir gérer cet aspect des choses. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez compris ceci, vous comprenez que certains caprices ne sont pas des caprices, mais sont un moyen d'externaliser du stress et une pression. Et tu me demandais une anecdote, je vais en prendre une sans citer la personne. Un animateur connu euh, était omnubilé par la climatisation. Donc, tout le monde était aux petits soins parce qu'il fallait absolument une climatisation assez forte pour qu'il fasse frais sur le plateau. Mais tout le monde savait aussi que il ne fera jamais assez frais. Non pas qu'il ne fera jamais assez froid, mais que dès que la pression ou dès que dans le déroulement de l'émission enregistrée, en tout cas dans les répètes, un petit grain de sel allait se loger, il va évacuer son stress en mettant en cause la climatisation plutôt que de dire je suis stressé. Donc j'ai eu cet animateur-là qui d'un seul coup pète les plombs, dire il fait trop chaud sur ce plateau, quitte le plateau, va dans sa loge. Deux solutions: je baisse la climatisation et je focalise sur la climatisation, où je comprends cette notion d'ego, je comprends cette notion de mise en danger de sa propre image, et il sent que les choses lui échappent. Et là, on ne parle pas de la climatisation quand on va dans la loge, on le rassure par rapport au déroulé de l'émission, on le rassure que ce qui a un peu merdé dans la répétition va être corrigé. Et cette personne revient et on ne parle plus de la climatisation. Ouais. Et gérer l'ego, c'est aussi comprendre ce qu'il y a derrière cet ego-là et ne pas s'arrêter juste à la première impression. Ah, c'est quand même très intéressant ce que tu dis. Quand on parle des égos des stars, on pense que ce sont juste des caprices, alors qu'en réalité, ça reflète justement un stress, et que ce stress, il est focalisé sur un détail parce que ça leur permet D'évacuer. d'évacuer. Ah, D'évacuer. c'est franchement pas... J'avais pas du tout vu les choses comme ça. Mais ce que tu fais là, c'est faire preuve d'empathie en réalité. J'ai envie de dire, c'est notre métier principal. Et dans mon travail au quotidien, dans ma gestion de ma société, mais aussi dans la gestion avec les clients, Mhm. si je veux
correctement retranscrire la communication d'un client, il faut que je le comprenne, que je fasse D'accord, preuve d'une grande empathie. Je dis souvent que je suis des accoucheurs de désir. d'accord. C'est-à-dire que ce soit une marque, que ce soit un client, il a un désir qu'il n'arrive pas à exprimer. Mon rôle principal est déjà de comprendre ce désir, et déjà de comprendre son envie, et donc de pouvoir l'aider à formuler ça. Et ensuite, à nous, ensuite, de l'accompagner. Mais pour pouvoir correctement faire formuler les choses, il faut comprendre la personne qu'on a en face, et il faut faire preuve, oui, d'empathie. Donc, tu as travaillé à la télévision. Donc, aujourd'hui, tu es à la tête d'une agence, enfin, de 3 agences de communication. Pour toi, qu'est-ce que la télé peut apporter au web? Et aussi, qu'est-ce que le web peut apporter à la télévision? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque média, que ce soit le média de la télévision ou le média du web, on va déjà a sa propre grammaire et va s'auto-influencer, si je puis dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est aussi les moyens techniques et les moyens financiers qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand est arrivé le web, forcément, ceux qui faisaient du web n'avaient pas les moyens financiers de la télé. Donc, ils ont commencé à inventer leur propre grammaire, qui était la grammaire de la fameuse chambre, le face cam, peu de lumière, un montage assez rythmé, etc. Et à un moment donné, on voit bien que la diffusion de la vidéo sur le web prend de l'ampleur. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, le web s'inspire de la télé, en particulier dans la mise en lumière, par exemple, dans l'intégration de ce qu'on appelle le jingle, dans le rythme aussi. Donc, elle puise un savoir-faire dans la télé. Mais la télé s'inspire aujourd'hui aussi du web, dans la grammaire du web. En particulier, en télé, on ne fait jamais plan sur plan. Or, sur le web, ça se fait beaucoup, le plan sur plan. Et aujourd'hui, on commence à voir du plan sur plan en télé Qu'est-ce que et dans tu des appelles plan sujets. sur plan? C'est-à-dire que normalement, je fais une coupe de montage et je dois récupérer, je suis en face cam par exemple, et la coupe de montage va être légèrement décalée. Et là, je vais faire un face cam, je fais une coupe et je rebalance en face cam. Ce qui donne presque un saut d'image. D'accord, ouais. Eh bien, ça, c'était à bannir en télé. Oui, Mais je vois ce que en tu veux dire. web, puisque les personnes ont inventé leur propre grammaire, et finalement on va dire, pas par une méconnaissance du montage, mais n'ayant pas encore acquéri toutes les techniques de montage, eux, ça les a pas dérangés. Non. Sauf que cette écriture-là est devenue une écriture qui aujourd'hui est acceptée. C'est vrai que Et j'avais une remarqué aussi. écriture acceptée est une écriture qui s'intègre, et aujourd'hui, la télé intègre cette écriture-là. Ouais, c'est Donc, vrai. ce qui est intéressant, c'est de voir comment, c'est surtout cet aspect-là qui est intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui le web et les vidéos YouTube sont en train d'influencer l'écriture de la télé. D'accord. Et inversement, comment dans la technicité et dans le rendu, il y a une professionnalisation du web qui vient de la télé. D'accord, très bien. Nous sommes dans des médias qui évoluent sans cesse. Et justement, en parlant d'évolution, comment tu vois le futur du web? Alors, le futur du web, je ne suis pas Madame Irma, il m'est compliqué de répondre à cette question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, je pense que dans les années à venir, ceux qui émergeront, ce sont ceux qui ont une créativité forte. Pourquoi? Parce que avant, pour mettre en application une créativité, il fallait soit beaucoup de moyens techniques, soit beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on voit bien que la technicité est beaucoup plus abordable, beaucoup plus minimaliste, et en plus, il y a l'IA qui émerge. Donc, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de rendre concret ce que l'on a, je vais dire, sa créativité que l'on a en soi. Donc, je pense qu'on va avoir sur une explosion de la créativité individuelle, alors que jusqu'à présent, la créativité, en tout cas sur le média audiovisuel, s'exprimait davantage sur une créativité collective. Et ça peut être très intéressant. Ça va se faire petit à petit, ça va se faire au fil des années, mais je pense que demain, ceux qui émergeront vont être les créatifs, parce que n'oublions pas que l'IA est un formidable outil, mais l'IA, encore une fois, n'est pas fait de chair et d'os, et donc l'IA, par essence même, n'est pas créative. Alors justement, si on parle de créativité, comment tu nourris ta créativité?
Pour moi, c'est quelque chose d'assez magique, la créativité, parce que c'est un processus interne qui se fait sans même qu'on s'en rende compte, et c'est un processus inconscient qui se fait. Mais ce qui nécessite déjà, avant qu'on parle de créativité, on a parlé de technique, il faut, avant de dire je suis un créatif, je pense qu'il faut parfaitement maîtriser un outil. Je prends souvent l'exemple des musiciens. Avant de pouvoir composer leur propre musique, par exemple un guitariste, il faut déjà qu'ils savent très bien la technique de la guitare. Et après, il peut s'en écarter. Un photographe, il faut qu'il connaisse son appareil photo pour ensuite faire preuve de créativité. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. Tu vois, moi, pour les entretiens, à chaque fois, je vois des CV où on me dit je suis créatif. Et je leur dis, ça ne veut rien dire, ça, je suis créatif. Non. Tout le monde peut se revendiquer comme créatif, c'est facile. Hein. Et je pense que d'ailleurs, que si on va dans la rue, 100% des gens, si on leur pose la question, ils vont répondre oui, oui, je suis quelqu'un de créatif. Donc, moi, la question que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu sais faire avec tes C'est dix ça. doigts? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu sais faire que moi, je ne sais pas faire? Parce que à partir d'une compétence, tu as tout à fait raison, à partir d'une compétence, on peut du coup développer une certaine créativité. Mais si tu n'as pas les compétences à la base, si tu n'as pas la culture à la base, c'est pas Mais, vrai, tu n'as pas de créativité. Enfin, c'est pas possible en tout cas de l'exercer. Et moi, j'ai eu un stagiaire qui se reconnaîtra, qui était très bon en 3D pour réaliser des petits films avec de l'incrustation 3D. Et du coup, parce qu'il avait la connaissance des logiciels, caméra 4D, tout ça, il était capable de créer des choses incroyables. Mais il faut d'abord cette technique. C'est ça que tu dis. exactement. C'est-à-dire, et alors elle peut être variée, hein, parce que la créativité, on peut la retrouver dans la cuisine, on peut la trouver dans l'artistique, etc. Mais une fois que tu as ta créativité, comment tu transformes cette créativité en quelque chose. Ouais. Et pour transformer cette créativité en quelque chose, on est obligé de passer par un outil, on est obligé de passer par la technique. Oui. Ou sinon, effectivement, ta créativité, elle reste dans tes rêves, elle reste dans ta tête. Mais donc, ce qui est important, c'est certes la créativité, mais c'est aussi, et c'est là l'expérience, et c'est là aussi la maîtrise d'un outil, c'est comment tu transformes ta créativité en quelque chose de tangible Ouais. et de concret. C'est vrai. Et ça, tu passes par l'outil. C'est ça que quand j'étais prof, je disais toujours à mes élèves, surtout développer une compétence. Quoi. Soyez compétents dans un logiciel, une technique, mais il faut que vous sachiez faire quelque chose que la plupart des gens ne savent pas faire. Parce qu'à partir de là, justement, vous pourrez vous exprimer. Rêver, on le fait tous. Rêver, c'est à la portée de tous. Faire voir son rêve Ouais, ou faire ressentir son rêve, c'est plus compliqué. c'est très vrai ce que tu dis. Alors, si on en vient un petit peu plus au sujet de l'entrepreneuriat, quelles sont les erreurs qui t'ont appris? Est-ce que tu as eu des projets ratés, des mauvaises décisions? Dis-nous tout un petit peu Alors, à ce sujet. oui, échouer, c'est entreprendre. Mm. Pourquoi? Parce que c'est- forcément, le terme même d'entreprendre, c'est de faire. Et c'est d'apprendre à faire. Et quand on fait, on ne réussit pas toujours. C'est une réalité. Donc, le succès facile, je n'y crois pas. Mhm. Des échecs, oui, j'en ai eu. Des mauvaises décisions, oui, j'en ai prises. Mais ce qui compte, c'est la durée. Or, maintenant, ça fait 20 ans. Donc, certes, j'ai eu des échecs, certes, j'ai pris des mauvaises décisions, mais j'ai su en tirer les conclusions. Est-ce que tu as un exemple à nous donner, justement? On compare souvent la réussite d'un entrepreneur à son chiffre d'affaires et à son nombre de salariés. C'est-à-dire que j'entends certains qui disent « moi, je fais tant de chiffre d'affaires, oui, très bien, j'ai tant de salariés, c'est assez impressionnant ». Je pense que la réussite, en tout cas sur des entreprises à taille humaine que nous sommes, n'est pas là. La réussite est comment ton entreprise est correctement huilée pour qu'elle soit bénéficiaire, pour qu'elle elle puisse évoluer, s'adapter en cas des coups durs. Aujourd'hui, j'ai un groupe à taille humaine qui est à peu près de 20 personnes et ensuite qui s'appuie sur sur un collectif de freelance et de partenaires. Mais nous avons été plus nombreux. Et je pense que ça a été une mauvaise décision me concernant d'avoir voulu être plus gros. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'on est dans une époque un peu incertaine, très évolutive, très changeante, et que finalement, ce qui faisait la force, et qui selon moi fait la force d'une structure plus réduite, est l'agilité et la flexibilité. Et que ce sont deux termes pour pouvoir faire face à cette évolution du monde dans laquelle nous entrons, ce sont deux termes clés, être agile et flexible. Donc, si j'ai fait une erreur de manière générale, à un moment donné, c'est d'avoir été dans le mirage de je suis gros parce que j'ai beaucoup de salariés et je fais beaucoup de chiffres d'affaires. Et j'en suis revenu et je préfère aujourd'hui
dire j'ai une structure extrêmement bien huilée, bénéficiaire, saine et stable. Mm. Et donc résiliente et solide. C'est vrai qu'il ne faut pas toujours chercher à grossir, alors que finalement, si on peut faire autant avec moins, c'est mieux. Alors, Puis ça moins de surcharge mentale aussi. voilà. Et puis après, il faut savoir aussi ce qu'on l'on sait gérer soi-même. Ouais. Et dans ce dans quoi on se sent à l'aise. Mhm. Euh, Moi, j'aime toujours avoir les mains dans le cambouis, comme je dis. C'est-à-dire, j'aime toujours être au cœur des projets. Donc, grossir, forcément, vous êtes obligé de prendre beaucoup de hauteur. Alors, il en faut, certes, quand on entreprend, mais c'est un autre métier. Voilà. Alors justement, comment émotionnellement tu gères les échecs? Parce que moi, il m'arrive aussi que des projets foirent, hein, pour X ou Y raison. Et parfois, j'ai du mal à encaisser vraiment la critique parce que voilà. Et c'est pas forcément justifié, hein. Je sais objectivement que c'est pas justifié. Là, la critique du client, elle est pas justifiée. D'autant plus qu'après, j'apprends que ce client a critiqué d'autres prestataires. Donc finalement, voilà, c'est un comportement un petit peu toxique qu'il a. Mais j'ai du mal encore, malgré tout, à gérer ça émotionnellement. Est-ce que tu peux nous donner, avec ton expérience, voilà, une astuce, un comportement à avoir pour voilà, mieux gérer les choses? Alors, je vais le résumer en une phrase. Ce que je me dis souvent dans ces cas-là, c'est dans 10 ans, t'en rigoleras. C'est-à-dire, ce qui vous paraît énorme dans l'instant T est anecdotique quand le temps est passé. Et ça, c'est le voyage aussi qui l'apprend. Quand on fait un voyage, en tout cas quand on fait un voyage non organisé avec son sac à dos, finalement, on va au-delà des galères. Ouais. Et quand on revient du voyage, et que ce voyage, on l'intègre, et qu'on le mature, et qu'on le décante, ce sont ces galères qui nous font rire. C'est vrai. Et c'est un peu ça que je me dis à chaque fois quand je rentre dans une vraie galère. Je me dis, bon, tu vas faire en sorte de sortir de cette galère, tu vas faire en sorte de gérer cet échec-là, d'en tirer quelque chose, mais je suis sûr que dans 10 ans, ce quelque chose qui est énorme pour toi sera anecdotique parce que tu seras dans une autre galère peut-être. C'est vrai. Donc finalement, C'est- c'est le temps. Puis il y a Voilà. l'autre chose aussi qu'on peut se dire, c'est que le monde est très grand, l'univers est immense, et en fait, ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est rien à l'échelle de l'humanité. Enfin, à l'échelle, c'est vrai. Ouais. Et des fois, il faut avoir cette humilité de se dire, mais qu'importe ce que je vis, en réalité, c'est rien du tout. Et puis, Tout sera oublié, un jour je serai mort, je serai dans une tombe, et tout sera oublié, et ce sera dans les contes de l'histoire. mm, Et finalement, avoir ce recul un petit peu, se dire, non, mais dans tous les cas, c'est pas important. et tant qu'on a la santé et l'énergie, Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. on pourra toujours avancer et, euh, et faire en sorte que cet échec, cette mauvaise nouvelle, finalement, devienne un souvenir. Alors, autre question, quelles croyances tu avais au départ et qui se sont avérées complètement fausses quand tu as commencé l'entrepreneuriat? Une croyance clé à laquelle j'étais ancré jeune et et que c'est cette première personne dont on a parlé 3 rencontres qui m'a permis de faire sauter le verrou de cette croyance, c'est de dire que tu es déterminé pour une chose. C'est dire que parce que tu as pris une voie, tu ne peux pas en changer. Rien ne t'empêche si ce n'est toi. C'est quelque chose que je dis souvent, c'est que même à la fin de ta vie, tu ne sauras jamais tous les secteurs dans lesquels tu étais compétent. En C'est fait, on n'a pas assez d'une vie pour tout essayer. Et aussi bien, tu étais extrêmement compétent dans un domaine que tu n'as jamais connu ou même approché. Donc moi, je disais souvent à mes élèves, testez un maximum de choses parce que ça se trouve, vous allez découvrir que dans ce domaine-là, vous êtes compétent. Ça relève un petit peu de la magie, comme tu disais, de la créativité. Mais si tu ne l'approches pas, ce domaine-là, tu peux vivre toute ta vie sans le savoir. Et il y a autre chose importante que m'a appris cette personne-là. Elle m'a dit, François, on n'est bon que dans ce qu'on aime. Oui, Et c'est vrai que c'est... Alors moi j'ai eu la chance finalement de faire de ma passion mon métier. Mais c'est important, je pense aussi, d'aimer ce qu'on fait. Parce que c'est parce qu'on aime ce qu'on fait qu'on devient compétent. Parce qu'on est curieux, parce qu'on a envie, parce qu'on se pousse à aller plus loin. Et- Il faut aimer les choses. mais mon point, c'est qu'on il y a des domaines qu'on aimerait, mais on ne sait pas parce qu'on n'approche On ne pas les a ces pas domaines-là. On n'est expérimentés. pas expérimenté. C'est pour Ouais. ça que c'est important de tout tester, quoi, de tout Mais goûter, jamais quoi. trop tard. Ça se trouve, François, tu adorerais élever des lamas,
Et vu que tu n'as jamais testé, bah, tu ne sais pas en réalité. C'est vrai, ça te semble loin, mais aussi bien de mettre en ton tour de l'amas. Et puis, Et puis aussi bien mon expérience justement entrepreneuriale, de lama, je veux faire des pulls, bah oui, de la laine de lama que je vais vendre ensuite, je sais pas où. du lait de Mais lama, exactement, on du sait savon de pas. lama. C'est Mais vrai. peut-être dans mon prochain voyage, je serai amené à rencontrer un élevage de lama et qui sait, hein. Bah oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Alors, justement, tu disais que tu as 50 ans. Qu'est-ce que dirait le François de 50 ans au François de 30 ans? Qu'est-ce qu'il lui dirait? C'est pas une question facile celle-ci. Non. C'est pas une question facile. Parce que forcément on a envie de, heu, c'est pas rentrer dans les phrases bateau, mais quoi que tu en dises, on a envie de dire: «N'aie pas peur, quoi. Fonce». Alors je sais que c'est pas forcément, ce que peut-être nos éditeurs ont envie d'entendre, mais c'est c'est pourtant ça, ce qu'on a envie de dire quand on est jeune. Quand on est jeune, on a des doutes. Quand on est jeune, on n'est pas encore sûr de soi. Quand on est jeune, on hésite ou on est fougueux. Donc, même si ça paraît bateau, moi j'ai vraiment envie de lui dire, D'accord. fonce, tu as raison. De toute façon, tu vas te construire au fur et à mesure. Donc, n'hésite pas. Rien n'est déterminé. Tout se dessine et c'est toi qui vas faire ce qui se dessine. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans le concret parce que c'est un état d'esprit que j'ai envie d'insuffler. D'accord. Et c'est l'état d'esprit qui fait que vous arrivez à cheminer. C'est pas le concret. Le concret, on a tous des vies différentes, Ouais. on a tous des exemples différents, on a tous des anecdotes. Quel autre conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est tenté par l'entrepreneuriat, qui peut être salarié? Alors, c'est une question que je pose à tous mes invités. Mais voilà, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite? La perfection n'existe pas. Donc, lance-toi même si c'est pas parfait ton business plan, lance-toi même si ton produit n'est pas parfait, mais lance-toi, Mhm. tente, tente petit pour ne pas prendre trop de risques, teste, vois ce que ça donne. Et deuxième conseil, c'est pas parce que tu as tenté quelque chose qui n'a pas réussi, tu peux pas tenter une deuxième chose. Mhm. Et encore une fois, et j'insiste, c'est parce que ça n'a pas réussi que la deuxième chose va peut-être réussir. Donc déjà tente. Deuxième chose très concrète, pense à ta trésorerie. Mhm. C'est le nerf de la guerre, je sais que tout le monde le sait, mais il faut le rappeler. La trésorerie, c'est ce qui permet à ta structure, en cas de pépin, de tenir debout. Et dans une vie entrepreneuriale, ce n'est pas un long fleuve tranquille, on a des pépins et c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et puis ensuite, entoure-toi bien. Très important, entoure-toi bien. Tu n'entreprends pas seul. Une aventure entrepreneuriale n'est pas une aventure solitaire. C'est une aventure collective. Entoure-toi bien. D'accord, très bien. Écoute, merci François. Merci à toi, Olivier. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Je sais pas, dis-nous tout. J'espère que le message principal que je souhaitais faire passer à travers ce podcast, qui est n'ayez pas peur de faire et n'ayez pas peur de réaliser et de vous réaliser à travers un projet, était entendu par les auditeurs. Et voilà, cet épisode avec François Sébastien de Kera Group se termine. Merci François pour ton témoignage très inspirant. N'hésitez évidemment pas à commenter, liker, vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. À très bientôt, au revoir.